Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous poser cette question? Pourquoi cette couleur et pas une autre? Pourquoi pas vert, du rouge ou même du jaune? Ce phénomène que nous voyons tous les jours cache une réponse fascinante et purement scientifique. Aujourd'hui, nous allons percer ce mystère ensemble. Pourquoi le ciel est bleu? Avant de répondre à la question pourquoi le ciel est bleu, faisons une expérience simple que vous pouvez réaliser chez vous. Prenez un verre d'eau transparent et ajoutez une cuillère à soupe de lait. Mélangez bien. Ensuite, utilisez une lampe torche ou le flash de votre téléphone portable et placez la lumière près du verre. Que remarquez-vous? Une teinte légèrement bleutée apparaît dans le liquide. Est une version simplifiée de ce qui se passe dans notre atmosphère. Lorsque vous ajoutez du lait dans l'eau, vous créez des minuscules gouttelettes en suspension. Ces gouttelettes diffusent la lumière. Donc le phénomène ici qu'on appelle donc la diffusion, c'est le fait que la lumière il va percuter les molécules et donc les molécules ils vont réémettre une autre lumière avec une autre longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle le phénomène de diffusion. Pour comprendre comment cela se relie au ciel, faisons un parallèle. Les gouttelettes de lait correspondent aux molécules d'air présentes dans l'atmosphère, principalement du diazote N2 et du dioxygène O2. La source lumineuse, la lampe torche, représente le Soleil, qui émet un large spectre d'ondes électromagnétiques. Lorsque la lumière solaire traverse l'atmosphère, elle entre en contact avec ces molécules, et ces molécules d'air, bien qu'ils sont infinitésimales, interagissent avec la lumière selon un phénomène qu'on appelle en physique, donc c'est un phénomène qui est connu, c'est la diffusion de Rayleigh. Pour mieux comprendre ce phénomène en profondeur, plongeons dans les détails du modèle atomique et explorons également les caractéristiques fondamentales des ondes électromagnétiques. Cela nous permettra de relier les interactions à l'échelle atomique aux propriétés macroscopiques de la lumière, comme la diffusion. Pour comprendre pourquoi le ciel est bleu, nous devons d'abord examiner la nature de la lumière visible. La lumière visible est une onde électromagnétique Cette onde électromagnétique est composée de deux champs oscillants, donc un champ électrique E et un champ magnétique B. Donc ici on a deux ondes, une onde qui se propage donc selon la forme suivante, E0 exponentielle I oméga t moins K, K scalaire R, et un champ magnétique qui se propage dans une autre direction transversale, moins K scalaire R. Donc la structure de l'onde électromagnétique est donnée par deux champs, donc un champ E qui oscille par exemple selon une direction. Donc par exemple, si on prend E selon la direction X, et B, il va osciller selon la direction Y, et la propagation de l'onde, ça sera selon l'axe Z. Donc ici, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça, c'est le champ magnétique, et transversalement, on a ici le champ électrique qui oscille dans ce sens, et le sens de propagation, c'est K. Le champ électrique et le champ magnétique avec le vecteur d'onde, donc K, on l'appelle le vecteur d'onde. Ce vecteur d'onde, il est orthogonal à la fois au champ électrique et le champ magnétique. Donc ça forme un trièdre direct, et ce trièdre direct, il est donné par la forme suivante. Donc ici on a E, ici on a B, et ici on a K, et on a les angles entre les trois sont orthogonaux. Alors maintenant, comment produire ces champs? Donc ici on a parlé de la lumière visible et de l'onde, on a présenté l'onde électromagnétique, mais comment la produire? Pour produire une onde électromagnétique, donc on a deux possibilités. Donc soit on va accélérer une charge, donc une charge accélérée, soit un dipôle électrique. Donc la charge accélérée est facile à comprendre, il faut juste une charge Q, il faut lui donner une accélération, et donc cette charge va rayonner une onde électromagnétique. Sa longueur d'onde dépend de l'accélération.
et de la charge bien sûr, soit que ça soit positif ou négatif. Maintenant, nous allons nous intéresser au dipôle électrique. Donc ça, c'est une méthode plus efficace pour produire une onde électromagnétique, c'est de créer un dipôle oscillant. Donc un dipôle électrique oscillant. Un dipôle électrique oscillant est constitué de charges électriques, comme par exemple deux charges, donc une charge positive, plus Q, et une charge négative, moins Q, placée dans l'espace. Donc entre les deux, on va avoir la création d'un dipôle, et ce dipôle il est donné par l'expression suivante, donc P est égal à Q, fois le vecteur NP. Et le vecteur NP, c'est le vecteur qui est dirigé de la partie négative, donc de la charge négative, vers la charge positive. Donc ici, on va avoir un dipôle électrique qui est dirigé dans ce sens-là. Pour produire un champ, une onde électromagnétique, dans ce cas-là, il faut tout simplement créer un P qui dépend du temps. Donc de la forme suivante, P0 exponentielle J oméga T. Donc ici, j'utilise les notations complexes, mais on peut utiliser aussi les notations sinusoïdales. Donc ça veut dire que le P ici, il est complexe. Donc si on arrive à créer un dipôle électrique qui oscille à cette pulsation oméga, on va créer une onde électromagnétique qui va se propager dans l'espace dans toutes les directions, donc de manière sphérique. Ici, j'ai présenté des ondes planes. Donc c'est des ondes planes qui sont donc une onde plane, c'est donc si on fixe un plan, donc toutes les grandeurs, que ce soit champ électrique, champ magnétique, sont constantes dans un plan. Une onde sphérique, il faut tout simplement diviser par R, puisque l'onde sphérique, en fait, donc l'intensité diminue en 1 sur R lorsque l'onde se propage. Un autre exemple d'un dipôle électrique oscillant, c'est l'atome par exemple, l'atome la plus simple. Donc l'atome, il est composé d'un noyau, voilà, et autour duquel on a un nuage électronique. Donc ici, on a un nuage électronique composé d'électrons. Et le barycentre des charges positives, donc le noyau, coïncide avec le barycentre des charges électroniques. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, le moment dipolaire est nul, puisque le vecteur NP est égal à 0. Donc les deux barycentres sont confondus. Si on arrive à osciller par exemple le nuage électrique, donc si on arrive à déplacer le nuage électrique, ou par exemple on va prendre tout simplement le même atome, et on va déplacer le barycentre des charges négatives vers le bas. Donc on a là le barycentre des charges négatives. Et le barycentre des charges positives, donc il est là. Donc c'est-à-dire qu'on a créé un vecteur NP qui est dirigé de la valeur négative vers la valeur positive. Et donc ici, le moment dipolaire, il est non nul. Donc si on arrive à envoyer une onde électromagnétique sur le nuage électronique, donc cette onde électromagnétique il va faire osciller le nuage électrique, donc ça va créer un moment dipolaire oscillant, et donc l'atome à son tour, il va renvoyer une onde électromagnétique, et donc là on a un phénomène qu'on appelle la diffusion. Donc c'est le phénomène de diffusion. Maintenant, on va parler du modèle de l'atome et la diffusion de Rayleigh. Donc pour comprendre la diffusion de Rayleigh, ou en général le terme diffusion, donc on va reprendre cet exemple. Donc l'exemple est le suivant. On va prendre donc un atome. Donc l'atome il est constitué d'une charge positive, le noyau, et donc on a un nuage électronique, par exemple comme ça. Voilà. Et on va essayer d'envoyer une onde électromagnétique. Donc une onde électromagnétique sur l'atome. À première approximation, donc on va essayer de supposer que la variation du champ électrique, donc la variation du champ électrique E, est d'une fréquence faible. C'est-à-dire que la longueur d'onde est très très grande devant la taille du noyau. Donc on va supposer que la taille du noyau c'est A.
Donc on fait cette approximation pour supposer que le champ électrique est uniforme au voisinage de l'atome. Alors maintenant, on va essayer d'appliquer le principe fondamental de la dynamique sur le nuage électronique. Dynamique sur le nuage électronique. On va supposer que ce nuage électronique est composé de ZE charges, donc ce sont des électrons. Z c'est le nombre de charges. Et E c'est la charge élémentaire qui vaut 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc le principe fondamental de dynamique c'est la masse du nuage, donc c'est Z fois la masse d'un électron fois l'accélération, donc ici c'est R, donc le vecteur déplacement R de point, est égal à la force exercée par le proton, donc par le noyau, donc par les charges positives sur les charges négatives, donc par le noyau sur le nuage électronique, plus la force exercée par l'onde. Donc lorsque l'onde arrive, donc on va appeler ce champ-là extérieur. Lorsque cette onde arrive, donc il va interagir avec les électrons. Et donc on va avoir l'apparition d'une force de Lorentz. Donc la force de Lorentz, donc c'est la charge Q E plus la charge Q, la vitesse de la charge vectorielle B. Puisque ici la charge de l'électron est négative qui vaut moins, le nuage est négatif qui vaut moins ZE, donc c'est moins ZE fois le champ électrique extérieur. Mais attention, ici il dépend de la position et de T, mais on va supposer qu'il est uniforme, car qu'il ne dépend ni de R ni de T. Voilà. Ensuite, on a la force magnétique, donc c'est moins ZE fois la vitesse R point vectorielle, le champ magnétique extérieur, plus une force dissipative, donc c'est comme une force de frottement, puisque les électrons, donc il y a une répulsion mutuelle résiduelle à l'intérieur de ce nuage, donc les électrons ils vont exercer une force sur les autres électrons, et donc ils ont tendance à déformer en fait ce nuage. Donc on va modéliser ça par cette force dissipative. Donc voilà l'équation différentielle. Maintenant, on va essayer de faire quelques approximations. Donc la première approximation, c'est que E extérieur est uniforme, puisque la variation de l'onde, donc la longueur d'onde est très très grande devant la taille de l'atome. Deuxième approximation, on va supposer que la vitesse de l'électron, donc la norme de R point, elle est très très inférieure à la vitesse de la lumière, donc on est en régime non relativiste. Et donc, on peut négliger le champ magnétique B extérieur, puisque d'après les équations de Maxwell, le champ électrique, la norme du champ électrique est égale à la vitesse de la lumière fois le champ magnétique. Et donc si B est égal à E sur C, donc ça veut dire que ce terme-là est négligeable. Donc ça veut dire que V vectoriel B est négligeable devant la norme de E. Voilà. Donc on est en régime non relativiste, donc ce terme est nul. Maintenant, pour modéliser les forces dissipatives, on va tout simplement utiliser le modèle de Drude. Donc le modèle de Drude dans un conducteur électrique, les forces de frottement, c'était donc la masse de l'électron sur τ. Avec τ, c'est le temps de relaxation, qui est lié à la probabilité de collision. Donc on va prendre ce modèle de Drude et on va le réutiliser dans notre modélisation. Donc voilà, maintenant on va essayer de réécrire l'équation, ou plutôt il nous reste ce terme, donc la force exercée par le noyau sur le nuage électronique, donc Fp sur N, qui est égal à moins Fn sur P d'après la loi action-réaction, donc troisième loi de Newton. Maintenant, pour trouver cette force, on va tout simplement écrire que la force exercée par le noyau par la charge négative sur la charge positive, c'est tout simplement le champ créé par la charge négative, c'est Z fois E fois le champ créé par une seule charge négative. Donc ça veut dire que le nuage électronique, il a une forme sphérique. Donc il a une forme sphérique.
et à l'intérieur, on a le noyau ici. Donc on va supposer pour l'instant qu'on va retirer le noyau, donc on va supposer qu'on n'a que la sphère qui est chargée, et sa charge c'est Z fois E, et on va appliquer le théorème de Gauss pour trouver l'expression de ce champ EB. Pour trouver ce champ EB, donc on va appliquer les lois des symétries. Donc les symétries d'une sphère, la sphère elle a une infinité de plans de symétrie, donc ça veut dire que le champ électromagnétique est parallèle à l'intersection de ces plans, donc ça veut dire qu'il est selon ER. On a une variation par rotation, et donc on a fixé la taille de la sphère, donc ça veut dire que E ne dépend que de R. Et ensuite, en appliquant donc le théorème de Gauss, la divergence de E est égale, donc lorsqu'on applique le théorème de Gauss, donc on va prendre la forme générale, le flux du champ électrique à travers une surface fermée est égal à, est égal à la charge à l'intérieur de cette surface sur epsilon 0. Donc la surface d'une sphère c'est 4pi r au carré, et donc on trouve que le champ ER est égal à la charge intérieure sur 4pi epsilon 0 r au carré. On va introduire une densité de charge volumique ρ qui est égale à Q intérieur sur le volume total de la sphère. Le volume total de la sphère c'est 4 tiers pi fois son rayon au carré. Et donc ici on trouve ρ fois petit r sur 3 epsilon 0. Et donc ça veut dire que le champ électromagnétique B, c'est tout simplement ρr sur 3 epsilon 0 selon ER. L'atome, donc l'atome qui a une forme sphérique comme ici, il a donc un rayon A, donc la taille de cet atome c'est A. La distance entre le centre du noyau et le nuage électronique, donc c'est R, donc ça veut dire que RER, donc ça c'est tout simplement le vecteur qu'on a défini tout à l'heure, donc c'était le vecteur NP, donc c'est le vecteur qui est dirigé de la charge négative vers la charge positive. Ensuite, le ρ, donc c'est la charge intérieure sur le volume de la sphère. La charge à l'intérieur, donc c'est ZE, puisqu'on a Z électrons, divisé par le volume de cette sphère, donc 4pi à la puissance 3 tiers. Donc lorsqu'on remplace ça dans l'expression du champ électrique, on trouve que EB est égal à ZE fois Pn, donc j'ai inversé NP moins Pn, divisé par 4pi A au carré à la puissance 3 fois epsilon 0. Et donc on peut simplifier le 3 avec ce 3 là. Donc ça veut dire que la force exercée par le noyau sur le nuage électronique, on va remplacer tout simplement ici l'expression de EB, et on trouve finalement que Fn sur P est égal à moins ZE fois ZE, donc ZE au carré sur 4pi epsilon 0 à la puissance 3 fois le vecteur Pn. Donc voilà l'expression de cette force. Et on peut introduire le moment dipolaire, puisque le moment dipolaire, on a dit que c'était la charge, donc ici c'est moins ZE NP. Donc ça veut dire que la force N par P est égale à plus ZE fois moins P sur 4pi epsilon 0 à la puissance 3. Alors maintenant, on va reporter tout ça dans l'équation différentielle. Et on trouve, donc le premier terme, si on remplace par P, donc on va tout remplacer par P. Donc ici, le premier terme, on va avoir le moment dipolaire P seconde est égal à moins ZE au carré sur 4pi à la puissance 3 ME P. Donc ça, c'est la force Fn sur P, plus la force dissipative, donc c'était la force dissipative, c'était l'expression, donc c'était MEV, et puisque V c'est R point, donc on peut introduire aussi un moment dipolaire, sa dérivée première, donc ça donne pi point sur tau. Moins le terme donc la réaction, l'interaction de l'onde électromagnétique avec l'atome, donc c'était ZE au carré sur ME fois le champ électrique extérieur qui dépend de T. Donc voici l'expression du moment dipolaire. Donc on a une équation différentielle au moment dipolaire. On peut remplacer P
par P0 exponentielle J oméga t, donc par un moment dipolaire oscillant. Donc la dérivée seconde de ce moment, ça va me donner oméga au carré, donc moins oméga au carré fois P, et sa dérivée première, ça me donne J oméga P. Donc maintenant, lorsqu'on reporte tout ça dans l'expression, on trouve que P, qui dépend de oméga, facteur de oméga 0 au carré moins oméga au carré plus I oméga sur tau, est égal à ZE au carré sur ME fois le champ électrique, qui dépend aussi de oméga. Prenons la norme, donc on trouve que P de oméga en norme est égal à ZE au carré, la norme de E oméga sur ME oméga 0 au carré moins oméga au carré plus I oméga sur tau. Alors ici le oméga 0, donc c'est la pulsation de l'onde électromagnétique. Alors maintenant, si on trace P en fonction de oméga, donc on a une courbe en cloche qui ressemble à ça. Et ici on a trois régimes. Donc on a le régime, donc ce régime qui est là, on appelle le régime de Rayleigh. Le régime au milieu, donc ça, il est maximal pour oméga 0, donc la fréquence de résonance. Donc c'est le régime résonant. Et là, donc pour les très hautes fréquences, on a le régime de Thomson. Alors maintenant, puisqu'on travaille avec des ondes électromagnétiques visibles, donc ça veut dire qu'on est pour des faibles fréquences, donc on est dans le régime de Rayleigh. Donc on est dans le régime de Rayleigh. Donc ça veut dire que lorsque l'onde oscille, donc lorsque l'onde arrive sur l'atome, et donc il va déplacer le nuage électronique, donc ça va créer un dipôle oscillant qui va lui-même renvoyer une autre onde électromagnétique, et cette onde électromagnétique qui va être située dans le visible puisqu'on est dans le régime de Rayleigh. Alors maintenant on va essayer de calculer la puissance rayonnée pour comprendre pourquoi le ciel par exemple est bleu. Pour cela, on va faire le schéma suivant pour résumer ce qu'on a dit. Donc ici, on a l'atome. Ici, on a l'onde électromagnétique qui arrive avec un champ extérieur. Donc il va osciller le nuage électronique, et le nuage électronique, donc il va créer un moment dipolaire oscillant, et l'atome, il va générer une onde électromagnétique. Et cette onde électromagnétique est située dans le régime de Rayleigh. Donc ça veut dire qu'on va regarder que les fréquences dans le visible. Cette onde a la structure suivante. Donc le champ électrique est donné par la relation suivante. Donc sur 4pi r sinus θ. Donc θ ici c'est la colatitude, puisqu'en fait l'onde émise par l'atome, donc après réaction avec le champ électromagnétique de la source, il va émettre dans tout l'espace. Et donc pour repérer un point dans l'espace, on va tout simplement utiliser une colatitude. Donc, par exemple, si l'atome est là, et donc si on prend la verticale ici, et là, donc le point M où on observe l'atome, donc la colatitude, ce sera cet angle θ. Fois oméga au carré, donc la pulsation au carré, fois P0, donc la norme du moment dipolaire, fois, ici on va prendre des notations réelles, donc fois le cosinus de oméga t moins KR. Donc R c'est la direction de propagation. Ici le champ électrique il est dirigé selon Eθ, donc Eθ de la sphère. Et le champ magnétique on peut le trouver tout simplement en utilisant donc les équations de Maxwell, K vectoriel E sur oméga.
Alors, la démonstration de cette expression, elle dépasse largement donc le cadre de ce cours. Mais si vous êtes curieux et vous voulez vraiment la démonstration, donc il faut passer par la jauge de Lorentz pour le vecteur potentiel A. Et ensuite, il faut appliquer la loi de Biot-Savart pour les potentiels retardés. Et en fait, la démonstration est tellement longue et compliquée, on va pas essayer de le faire. Donc ici, je vous donne directement la forme générale, sans démonstration, et on va essayer de comprendre la puissance rayonnée à partir de ces deux champs. Donc pour trouver la puissance rayonnée dans l'espace, on va utiliser le vecteur de Poynting. Le vecteur de Poynting, il est donné par E vectoriel B sur mu0. Donc mu0, c'est la perméabilité magnétique du vide. Donc on calcule la norme du vecteur de Poynting, on trouve, donc c'est la norme de E fois la norme de B sur mu0, et on trouve l'expression suivante, donc c'est mu0 sinus au carré θ, oméga au carré P0 au carré, ici c'est oméga à la puissance 4, divisé par 16 pi au carré C sur R au carré, fois le cosinus au carré de oméga t moins KR. Alors ici j'ai oublié de le dire, mais on voit que le rayonnement est anisotrope, donc donc on a des directions qui ont une valeur de champ différente d'autres directions. Par exemple, si on prend la direction sur l'axe du moment dipolaire, donc si θ est égal à 0, on a un champ électrique qui est nul. Donc ça veut dire que donc la structure du champ électrique ou la cartographie du champ électrique dans l'espace généré par cet atome, donc il va avoir une forme toroïdale qui ressemble à ça. Donc ça veut dire que dans la direction perpendiculaire à l'axe du moment dipolaire, donc ici on n'a pas de champ électrique. Et si on regarde dans la direction perpendiculaire, on a donc ici pi sur 2, donc sinus pi sur 2 est maximal dans cette direction. Donc voilà. Donc voilà le pi. Alors maintenant, on va essayer de calculer sa valeur moyenne dans l'espace. Et pour trouver sa valeur moyenne, donc on va remplacer B par E sur C. Donc le champ magnétique, c'est le champ électrique divisé par la vitesse de phase. Ici, c'est la vitesse de la lumière. Et on va calculer donc cette puissance. Donc le vecteur de Poynting, c'est le flux d'énergie à travers une surface fermée, le flux de puissance à travers une surface fermée. Donc ça veut dire que la puissance rayonnée ou la puissance moyenne rayonnée par ce dipôle, c'est l'intégrale donc sur tout l'espace, donc sphériquement. Donc ça sera l'intégrale sur θ est égal à 0 jusqu'à pi, et l'intégrale de phi est égale à 0 jusqu'à 2pi de la moyenne de vecteur de Poynting d au carré de s. Donc d au carré de s pour une sphère, donc c'est l'élément de surface en coordonnées sphériques, c'est r, dθ r, sinus θ, d de phi. Et donc lorsqu'on l'intègre, on trouve un p qui est égal à mu0, oméga à la puissance 4, p0 au carré, sur 12 pi fois c. Donc ça veut dire que la puissance rayonnée dans l'espace est proportionnelle à la pulsation à la puissance 4, qui est proportionnelle à 1 sur lambda à la puissance 4. Donc on fait tout ce calcul, c'est pour arriver à ce résultat. Et donc c'est ce résultat qui va nous expliquer pourquoi le ciel est bleu. On remarque que la puissance rayonnée dépend de la puissance de la pulsation à la puissance 4. Or, par exemple, pour lambda du bleu, donc lambda du bleu c'est 400 nanomètres, et lambda du rouge c'est 800 nanomètres. Donc on sait que oméga est égal à 2pi c sur lambda, et donc on déduit que la pulsation de la couleur bleue est égale à 2 fois la pulsation de la couleur rouge. Et donc, ça veut dire que la puissance rayonnée par le bleu est 2 à la puissance 4, donc c'est 16 fois plus grande que la puissance rayonnée par le rouge. Donc la puissance diffusée par les longueurs d'onde proches du bleu est 16 fois plus importante que celle diffusée par les longueurs d'onde proches du rouge. Et c'est pour cette raison que le ciel est de couleur bleue. Alors maintenant, on va parler d'un autre phénomène. Par exemple, pourquoi au coucher du soleil, le ciel devient rouge. Donc pour comprendre ce phénomène, on va tout simplement parler de l'atténuation de la lumière. Donc l'atténuation du bleu.
Au coucher de soleil, la lumière, donc on va faire un schéma. Donc, par exemple, donc ça c'est l'heure de midi par exemple. Donc la lumière arrive par là. Et ça c'est l'atmosphère. Donc ça c'est la Terre. Et ça c'est l'atmosphère terrestre. Donc la lumière arrive en incidence normale, l'azémut. Donc ici la lumière elle va traverser la couche atmosphérique d'une longueur par exemple de 12 km. Et donc ça veut dire que donc c'est pour ça qu'on voit le ciel bleu pendant la journée, parce que la longueur d'atténuation du bleu dans l'atmosphère, c'est 12 km. Alors que lors du coucher du soleil, l'incidence est quelque part par là. Et donc, par exemple, si on regarde le même point, donc par exemple, ce point-là, c'est cette ville, donc ici, la lumière, elle va traverser la couche atmosphérique, donc elle va traverser une longueur qui est plus grande que 12 km, donc à peu près c'est 120 km. Et à 120 km, donc on a atténuation du bleu, et donc il reste que la lumière rouge. Donc la longueur d'atténuation de la lumière rouge, c'est 200 km. Donc c'est pour ça que le ciel est bleu pendant la journée, mais rouge au coucher du soleil. Donc voilà pour cette démonstration. Donc j'espère que c'était utile pour vous. Merci à vous. Au revoir.